Et le procureur général du roi, près la cour d'appel d'Al-Hoceima, a annoncé l'arrestation hier du dénommé Nasser Zefzafi pour crime présumé d'entrave à la liberté de culte, et ce, suite au communiqué publié le 26 mai dernier concernant l'ordre d'arrestation. Par ailleurs, 40 autres personnes ont été interpellées et placées en garde à vue suite aux incidents qu'a connus vendredi Al-Hoceima. Selon une annonce toujours hier soir du procureur général du roi près la cour d'appel de cette ville, ces personnes seront interrogées sur les présumés actes qui leur sont reprochés, qui sont punis par le code pénal. Le procureur précise que les concernés ont été déférés ce lundi devant le parquet près le tribunal de première instance d'Al-Hoceima, qui a ordonné la poursuite de 25 personnes en état d'arrestation. Elles sont poursuivies pour les délits d'outrage aux éléments de la force publique lors de l'exercice de leurs fonctions, violence à leur encontre ayant causé des blessures avec préméditation, désobéissance armée par la voix de plusieurs personnes, destruction de véhicules et d'autres équipements d'intérêt général, manifestation sans autorisation préalable sur la voie publique et attroupement armé sur la voie publique. Et après cette arrestation, on vient justement sur les incidents et ces tensions de ces dernières semaines à Al-Hoceima. Cela fait, vous le savez, maintenant plusieurs semaines depuis la mort de Mohsen Fikri que la ville d'Al-Hoceima vit au rythme de ces protestations. Parfois, on l'a vu, émaillées de violence. Après la visite, il y a à peine quelques jours, d'une importante délégation ministérielle composée de 7 ministres, et malgré les engagements pris pour accélérer les projets de développement de la région, celui que certains décrivent comme une des figures de la contestation sur place, Nasser Zefzafi, a brutalement interrompu un prêche dans une mosquée. C'était vendredi dernier, dans une vidéo devenue virale. On peut y voir et entendre Zefzafi menacer et proférer des insultes en pleine mosquée. Il a attaqué verbalement l'imam, les autorités et les médias télévisuels. Un discours par ailleurs teinté de radicalisme religieux. Et puis à noter qu'en mars dernier, celui qui s'est autoproclamé meneur de la contestation avait été mis en cause lors d'un match de football, marqué là encore par des violences qui avaient fait 14 blessés, dont 3 graves. À l'époque, un communiqué du groupe ultra des Winners de l'équipe du Wydad qui avait mobilisé des milliers de supporters durant ce match. Les visiteurs étaient attendus à l'issue de ce match par des centaines de personnes pour les attaquer et les empêcher de regagner la gare routière. Le groupe avait déjà en mars dernier directement accusé un dénommé Nasser Zefzafi qui aurait été à l'origine de ces violences graves. Alors on passe maintenant effectivement à l'analyse et au décryptage avec nos chroniqueurs. Pour commencer, Rachida Hachachi, qu'est-ce qui a fait que cette contestation au départ populaire, et là l'avis est unanime, une contestation, on le rappelle, qui était populaire au départ, qu'est-ce qui a fait que ça a fini par déraper et comment expliquer que malgré les promesses et les déplacements d'une équipe gouvernementale en nombre, eh bien ça n'a pas suffi à calmer les esprits sur place? Il y a un climat de méfiance, c'est que le Rif est une région très particulière, avec un historique particulier, un passif très lourd, qui fait que pour des raisons historiques, il y a une méfiance profonde à l'égard du pouvoir central et à l'égard des politiques tout court. Ce qui fait que même s'il y a de belles paroles et de belles promesses, il n'y a aucune garantie que ces projets, alors du point de vue des contestataires, il n'y a aucune garantie que ces projets vont aboutir et que peut-être ces politiciens ne viennent que pour acheter du temps, que pour calmer et dissiper cette énergie qui s'est cristallisée autour du Hirak à Al-Hoceima. Donc c'est principalement le climat de méfiance. Alors qu'est-ce qui a fait que le mouvement s'est un peu radicalisé en quelque sorte? C'est qu'il y a eu une sorte d'omerta. Les médias ont semblé totalement ignorer ce qui s'est passé depuis un an. On en a parlé, nous, à plusieurs reprises. Tout à fait. Non, je parle des médias télévisuels qui ont ignoré ce qui s'est passé à Al-Hoceima, ou bien qui le limitaient à quelques revendications économiques, en occultant que ça allait au-delà de quelques revendications économiques, mais qu'il y avait également des revendications culturelles, identitaires et politiques. Alors, soit en ne voulant pas, en ne sachant pas décrypter les différents signaux qu'on pouvait percevoir, notamment au niveau des drapeaux, notamment au niveau de la rhétorique et du phrasé, qui fait que le problème est beaucoup plus grave qu'un problème purement économique. Alors, le fait d'avoir ignoré et le fait que les contestataires accusent les forces de l'ordre de les empêcher de manifester librement ou bien d'interdire systématiquement les demandes de manifestation, font que le mouvement s'est cristallisé autour d'une figure qui est celle de Nasser Zefzafi, parce que quand on cherche un leader, c'est qu'on cherche à avoir une sorte de stabilité dans le temps et de pérenniser le mouvement. Ce qui s'est passé effectivement est que aujourd'hui il y a eu un dérapage qui était celui lié à la mosquée, Oui. le fait d'interrompre la prière, qui est un délit, il faut le rappeler. D'accord, c'est interdit par la loi d'interrompre la pratique d'un rite religieux officiel. Mais ayant dit cela, qu'est-ce qui a motivé le fait d'interrompre ce rite, la prière du vendredi?
c'est que l'argument qui était avancé, c'est que dans tout le Maroc, le sujet de la prêche, parce qu'il est donné par le ministère des Bous, concernait le mois du Ramadan, le mois sacré, la générosité, etc. Sauf dans ces régions-là, les régions du nord du Maroc, où la prêche a été une prêche spéciale pour ces régions, qui condamnait la fitna, le désordre, etc. Et que les contestateurs sont partis du fait que si jamais la mosquée est employée comme un instrument de propagande politique par l'État, qu'est-ce qui nous empêche également d'interrompre cette prière? Parce que ce n'est plus une prière, mais c'est devenu un instrument de propagande. Alors là, c'est le prêche. Alors là, c'est l'argument des contestataires. Alors, mais dans le fond, la loi, c'est la loi. Je veux dire, il est interdit d'interrompre une prière du vendredi. Alors, mais vous aviez dit la dernière fois, ici, dans le studio, effectivement, que c'est quelqu'un qui devait être sous le coup de la loi, qui devait être arrêté. C'était un débat qu'on avait eu il y a quelques semaines. Effectivement, ça fait plus de 6 mois que ce monsieur défie l'État sans jamais vraiment avoir été inquiété jusqu'à son dérapage final dans la mosquée dont vous parliez un instant. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce qu'à force d'avoir voulu ménager quelque part les habitants d'une région qui est réputée frondeuse, est-ce que les pouvoirs publics ont aussi commis des erreurs de leur côté? On a rappelé aussi cet épisode du match de football avec le Wydad où les supporters du Wydad avaient déjà alerté en disant attention, c'est un certain Zevzafi qui est à l'origine des violences. Ce que j'avais demandé, c'est qu'il soit arrêté pour lui offrir un procès équitable et pour lui donner les moyens de se justifier. Il aurait dû être inquiété depuis bien longtemps, selon vous. Tout à fait, mais je veux dire, parce que là, on revient aux fondamentaux. Il faut comprendre une chose, c'est que quand on a un mouvement de revendication économique et qu'on introduit et qu'on greffe dans cette rhétorique-là un discours identitaire, ce n'est pas dans l'intérêt du mouvement en soi. Pourquoi? Parce que les luttes identitaires, ce sont des luttes horizontales. D'accord? Et quand elles sont mises en avant au détriment des luttes économiques qui sont des luttes verticales, on est dans ce schéma où des luttes horizontales empêchent ou freinent les luttes verticales. Et les luttes verticales, c'est riche-pauvre, je veux dire, c'est les luttes de classe, les vraies luttes économiques et les luttes sociales. Donc en introduisant la dimension identitaire, le premier effet, c'est qu'une grande partie de la population du Maroc s'est sentie visée par ce discours identitaire, puisqu'il parlait d'occupation arabie, etc. Et ça a décrédibilisé en quelque sorte le mouvement, lui donnant uniquement un caractère et une dimension régionale et ethnoculturelle très particulière, principalement rifaine. D'accord ? Donc il s'est condamné dès le départ. Alors le but de l'arrêter, ce n'est pas de le jeter en prison, ce n'est pas ce que je demandais. Ce que je demande, c'est lui d'offrir un procès et d'éclaircir les choses. Mais ça, c'était avant l'interruption du prêche du vendredi. Donc, en l'occurrence, ce que je reproche aux politiques marocains, c'est une absence d'intelligence culturelle. D'accord, c'est qu'ils n'ont une absence de courage politique parce que aucun des politiques. Lui s'est repris effectivement dans ses dernières vidéos en disant qu'il parlait au nom de tous les Marocains et pour tous les Marocains et pas seulement que pour la région du Rif. Oui, mais c'est problématique quand on le fait tout en ne sortant aucun drapeau marocain. C'est ça le problème. Parce que quand on entend vous parlez de la présence de ce fameux drapeau de la République rouge autoproclamée blanc, voilà. des années 20. Alors, c'est quoi l'argument des contestataires, des plus radicaux des contestataires? C'est qu'ils ne vont pas sortir le drapeau marocain de toute manière. Pour une simple raison, c'est qu'ils considèrent que ce n'est pas le drapeau marocain, que c'est le drapeau qui a été choisi par l'IOT, etc. Et que le drapeau marocain doit émaner de la volonté du peuple. Mais en réalité, c'est pas ça, je veux dire. En réalité, le moteur principal de ces revendications, c'est un moteur identitaire et ethnoculturel qui fait d'ailleurs leur force en termes de courage, etc. Mais qui en même temps fait que ce mouvement est condamné dès le départ. Parce que toutes les revendications économiques sont quelque part décrédibilisées par cette dimension qui est ultra présente, il ne faut pas se le cacher, par cette dimension identitaire et ethnoculturelle. Alors, Rachida Chachi parle de mouvement identitaire ethnoculturel. Mohamed El-Khouir, effectivement, Zevzafi a dit dans ses dernières sorties parler pour tous les Marocains, pour effectivement contrer ceux qui l'accusent de séparatisme. Mais dans le même temps, il arborait, comme le disait Rachida Chachi, ce fameux drapeau. Est-ce qu'on peut parler de manipulation? Et du coup, que dire de ceux qui se sont mobilisés avec lui? Oui, moi, ça me paraît anecdotique, cet élément identitaire. Est-ce que c'est un drapeau rouge, bleu, vert? Est-ce qu'il faut attacher de l'importance au fait qu'il se présente comme l'ambassadeur d'une région et pas d'une autre? Tout ça n'a pas grande importance. Et en tout cas, ne devrait pas en avoir du point de vue de l'État. Parce que la seule réalité qui compte, elle est tangible, elle est concrète, c'est qu'on a un certain nombre d'indicateurs économiques et sociaux très clairs qui démontrent qu'on a un Maroc à plusieurs vitesses. Il y a effectivement un Maroc qui avance, les
Mais pour le cas présent, justement, pour répondre à cette contestation, on l'a dit, il y a eu cette grande délégation ministérielle qui est venue à grand renfort donc c'est vrai, de visites et d'annonces. Ils ont dit qu'ils allaient relancer tout un catalogue de projets de développement pour la région. Ils ont parlé de priorités stratégiques pour le Rift. Ils ont dit vouloir favoriser la culture du dialogue. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que le dialogue a échoué ? Parce que ce sont que des mots. Tout simplement, rien de plus que des mots. C'est ça la problématique principale. Et il ne faut pas s'adresser uniquement... Moi, je n'ai pas compris cette délégation qui se déplace en force comme ça pour aller rencontrer qui ? Il n'appartient pas à l'État de rencontrer des manifestants ou d'échanger avec des manifestants. Alors, donc il aurait fallu laisser courir alors ? Non, il faut certainement pas laisser courir. Mais on a absolument eu tout faux dans la gestion de cette situation. Il y a un élément qui est fondamental et qui ne se limite pas à la région du Rif, c'est qu'on doit montrer à la population marocaine, il a fallu que ça se fasse dans la douleur, mais il y a eu un nouveau gouvernement qui, autour de cette table ou ailleurs, peut nous dire quelles sont les priorités de ce gouvernement et ce qu'il va faire pour résoudre les problèmes cruciaux et fondamentaux que sont l'éducation, le chômage et l'accès à la santé. Les équilibres macroéconomiques, on n'en sait rien. C'est la seule priorité que l'on connaît. Non, mais la gestion des déficits, c'est pas un projet politique. Donc la base, elle vient de là. C'est que ce gouvernement ne sait absolument pas ce qu'il va faire et quelle va être sa démarche au niveau général. Et c'est quand même ça l'élément fondamental, c'est de dire aux Marocains, voilà ce qu'on va faire. Et voilà les efforts qu'on attend de votre part. Et voici ce que nous allons faire pour arriver à la construction de ce Maroc moderne où on aura une éducation digne de ce nom, une santé digne de ce nom, une justice digne de ce nom et des perspectives économiques pour les uns et les autres. C'est ça la problématique, c'est ce qu'on attend du gouvernement, c'est ce qu'on attend d'un gouvernement, c'est de nous montrer la route, de tracer la direction et de mettre les moyens. On n'attend pas d'un gouvernement qu'il aille s'asseoir avec des manifestants, sinon ils vont passer leur journée à faire cela. Des manifestants, il y en a partout au Maroc, des gens mécontents, il y en a partout, de manière légitime la plupart du temps. Est-ce qu'on va aller les rencontrer les uns et les autres ? Est-ce que les ministres vont aller en délégation dans chaque ville du royaume pour aller rencontrer et expliquer ? C'est pas leur rôle. On est un pays avec une fonction publique pléthorique. Alors j'ai du mal à comprendre qu'avec le million de fonctionnaires que nous avons, on soit incapable de relayer des messages à chaque niveau, à chaque ville, au niveau de chaque arrondissement ou de chaque administration de ce pays. Ça n'a absolument aucun sens. Donc tout ça a été pris de manière tout à fait inversée. Le rôle, et ça affaiblit d'ailleurs l'autorité de l'État. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir, vous vous souvenez de cet exemple avec le ministre de l'Intérieur et l'hélicoptère entouré par un certain nombre de manifestants qui refusaient de le laisser partir. C'est un non-sens absolu. Quand on est ministre d'un pays qui se respecte et d'un pays digne de ce nom, on ne fait pas ce type de choses. On ne fait pas quoi ? On ne se déplace pas comme ça pour aller rencontrer des gens. On n'est pas des VRP. On n'est pas là à essayer. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Premier élément, on connaît la genèse de ces manifestations, c'est Fikri. C'est le décès accidentel. Ce décès était accidentel. Pourquoi, à partir du moment où ce décès est accidentel, on n'a pas eu plus de précision, on n'a pas communiqué, on n'a pas fait d'efforts de pédagogie sur ce qui s'est passé ? On a condamné un certain nombre de fonctionnaires à des peines de prison, mais il n'y a pas eu de débat public, il n'y a pas eu de commission d'enquête parlementaire, on ne sait pas quelles sont les données du problème, et on n'a pas pointé du doigt un élément fondamental qui est malheureusement, il faut le dire encore aujourd'hui, le fait que Monsieur Fikri est aussi en partie responsable de l'accident qui lui est arrivé. Et il aurait fallu déjà poser ce débat-là. On ne peut pas simplement dire les gens crient, ils sont mécontents, alors effectivement, c'est un héros, il n'a rien fait. Il y a une part de responsabilité. Il faut clarifier les choses. Si on veut avancer, on doit dire aux Marocains ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de mal. Avec tout le problème de contrebande, effectivement. Non, mais il y a un certain nombre de difficultés. Et ça, c'est ce discours de vérité qu'on ne tient pas. Et c'est pour cela, justement, que ces manifestants ne les croient pas. À partir du moment où on a un dialogue qui est biaisé, qui n'est pas construit sur la vérité, mais sur ce que votre interlocuteur veut entendre. Et c'est quelque chose sur lequel on est très fort au Maroc. Qui que vous alliez voir, et quoi qu'il pense, il vous dira ce que vous voulez entendre. Et ben dans la négociation, on ne dit pas aux uns et aux autres ce qu'ils veulent entendre, on leur dit ce que l'on va faire, sincèrement, et ce que l'on envisage de faire. Et c'est cela la donnée du problème. On aurait dû traiter immédiatement et de manière bien plus efficace et transparente cette situation. Ça aurait déjà permis de lever un certain nombre de non-dits ou d'ambiguïtés sur la situation, parce que les Marocains veulent de l'éducation, de la justice,
du progrès et de la santé, c'est légitime, mais pour l'avoir, ils devront prendre leur part aussi. Ça ne tombera pas d'en haut. C'est pas le gouvernement ne décrétera pas du jour au lendemain qu'on a toutes les écoles qu'il nous faut, tous les tribunaux qu'il nous faut. C'est la contribution de chacun et de chaque Marocain et de chaque Marocaine pour pouvoir arriver à cela. Et c'est ce discours-là qu'on attend, et c'est cette démarche-là qu'on attend de représentants de l'État, et pas simplement aller rencontrer les gens, y passer une journée et aller s'occuper d'autre chose le reste du temps. On doit mettre il n'y a pas lieu de personnaliser ou de personnifier l'État. On doit simplement, à mon sens, établir un cadre, expliquer ce qu'on va faire, comment les choses vont être faites, et ce qu'on attend aussi de ces personnes-là. C'est à mon sens ça le véritable... Vous parlez beaucoup, en tout cas ce qui revient là, pour l'instant, avec ces deux interventions de Rachid Hachachi et la vôtre, c'est le discours de vérité. Pour Rachid Hachachi, discours de vérité qui a manqué dans les médias télévisuels notamment, discours de vérité de la part des autorités publiques. Talal Shakir, pour les partis politiques, on a vu le silence radio évidemment, ouais. On a envie de dire un petit peu comme d'habitude des partis politiques. Comment expliquer le silence des partis, surtout des deux premières formations, à savoir le PJD et le PAM? Il ne faut pas l'expliquer, il faut le dénoncer. Ça n'est pas normal que des partis politiques qui gèrent une politique dans le pays et qui doivent aussi parler à leurs militants, faire passer des messages, faire comprendre. Il y a effectivement une situation délicate, il y a des contestations. Et puis, ce qui fait plaisir, c'est que de 2010 à 2017, le Maroc a changé. Nous avons aujourd'hui constaté qu'il y a une réelle liberté de ton, il y a une liberté d'expression. On voit des revendications quasiment tous les jours, des revendications socio-économiques, il y en a partout. Oui, l'enseignement ne fonctionne pas, oui, la justice ne fonctionne pas mal. Oui, effectivement, les problèmes économiques se cumulent. Oui, les problèmes régionaux sont là. On le dit tous les matins sur Lux Radio. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on peut le contester, on peut le critiquer, on peut effectivement le mettre en avant. Le problème qui se pose, c'est que quand vous avez effectivement un groupe de personnes qui dressent certaines personnes contre d'autres et qui vont jusqu'à menacer l'équilibre de l'État et puis menacer aussi... Vous direz aujourd'hui qu'on a des Marocains qui ont un problème avec d'autres Marocains. Ce ne sont pas des Marocains, c'est un clan, c'est un petit groupe de personnes dans le RIF aujourd'hui qui veulent diviser d'abord les Rifins, première chose, et ensuite les Rifins avec les gens du fond, du reste du Maroc tout simplement. Il y a une division qui commence à naître. Et aujourd'hui, il faut se dresser contre cela. Quand un manifestant sort avec un drapeau qui n'est pas le nôtre, là il y a problème. Moi je crois que on peut contester, on a contesté avec drapeau sur les épaules, on conteste ce qu'on souhaite, il n'y a pas de problème. Sur des vidéos, sur les réseaux sociaux, les gens parlent, on s'exprime, personne n'a été inquiété. Et si on demandait aux Rifins, alors si on demandait effectivement aux Rifins de sortir le drapeau marocain à leur fenêtre pour montrer leur fidélité au Maroc, est-ce que ça calmerait, ça calmerait les choses? Bien sûr, ils devraient le faire, mais bien entendu, ils devraient le faire, sortir avec un drapeau marocain, contester bien sûr. Ils le feront, et ensuite, ils le feraient à votre avis? Écoutez, je ne fais pas partie de leur manifestation, mais ils devraient le faire, parce que s'ils le faisaient pas, ce serait problème. Je pense que nous sommes tous en train de débattre une question qui est celle du développement du pays. Nous dénonçons des failles. Aujourd'hui, il y a des personnes il y a des magistrats en prison aujourd'hui. Il y a des choses qui changent. Donc nous avons effectivement une forme de métamorphose qui se met en place. Mais attention au dérapage. Le seul problème, c'est le dérapage. C'est-à-dire que revendication, oui. Maintenant, sortir des drapeaux qui ne sont pas les nôtres et avoir des termes effectivement très forts sur l'équilibre et les constances du royaume, là, ça pose problème. Je pense que, imaginons qu'aux États-Unis, un État décide tout simplement de sortir des États-Unis. Qu'est-ce qui va arriver à ces personnes? Mais c'est la peine de mort tout de suite. Mais on ne parlera même pas de ça. Non, je crois qu'il y a quand même, il faut raison garder. La contestation est là. Et je vous le dis, notre colère est pleine. Elle est présente sur l'éducation, sur la santé. Tout ce que vous soupçonnez, vous parlez quelque part d'instrumentalisation. Mais je ne soupçonne pas. Je constate qu'il y a des dérapages qui n'ont pas lieu d'être. Alors, ça va vers des tendances qui ne doivent pas exister. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, d'abord, la masse, la foule quelque part, malheureusement, dans une très grande partie, ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, on met en cause l'État. L'État, il est mis en cause sur certains points. Les infrastructures, l'éducation, les services publics. Maintenant, que l'État trouve du travail à tout un chacun, c'est juste impossible. C'est pas à l'État de trouver un travail, ce n'est pas possible. Il met en place un certain nombre de structures. Donc, il faut une infrastructure et il y a une démarche. Il y a un processus de réflexion qu'il faut mettre en avant. Et ça, c'est certain. Donc, aujourd'hui, attention au dénigrement. Ce qu'on a vu quand même sur les images, des agents de police qui sont attaqués, des policiers blessés, mais ce sont aussi des Marocains. Ce sont peut-être
êtes aussi des rifins. Je crois qu'on est tous ensemble sur ce bateau et on veut tous, quelque part, qu'il y ait un changement. Le changement peut se faire parce que la colère existe partout dans le monde, les manifestations, il y en a partout dans le monde, l'action collective existe, elle est sociologiquement défendue. Serge Pogam rappelle l'intérêt de la pathologie sociale. Maintenant, attention aux fondamentaux, c'est-à-dire que nous avons des constances que sont effectivement la religion, l'islam, c'est important de garder ce référentiel. Ensuite, la patrie doit rester unie et ensuite le roi est le garant de sa sécurité. Je crois qu'à partir de là, on peut discuter autre chose. Mais quand vous avez des revendications qui remettent en question ces constances, écoutez, c'est pas du jeu et c'est pas du tout ce qui est souhaitable. Alors, Mélanie Frédéric-Sigli. Je voudrais réagir. Je vous laisse réagir parce qu'il y a vraiment quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de questions effectivement à poser. Je vous laisse réagir, mais je vous pose aussi la question, si vous permettez. La majorité gouvernementale, parce que là, on est en train de parler, effectivement, c'est un débat qu'on avait eu il y a quelques semaines. On parlait effectivement, la question c'était est-ce que les habitants d'Al-Hoceima sont instrumentalisés ou excédés? La majorité gouvernementale avait évoqué des soupçons d'implication extérieure. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que la majorité gouvernementale avait raison, puisque aujourd'hui, selon un rapport de la DGSN, est-ce qu'on peut attester du financement étranger de plusieurs sympathisants de Zefzafi? En tout cas, c'est les charges officielles qui ont été retenues contre ces personnes. Oui. Je vais répondre en réagissant, mais je vous assure que vous aurez votre réponse dans le même temps. Alors, allez-y. La question que je me pose, c'est, et je repars dans l'histoire pour ça, c'est quelle est la différence entre le moment sous la Troisième République où on décide de battre les enfants qui parlent le patois des régions et où le fait de mettre un drapeau régional à sa fenêtre était passible d'une répression sauvage. Et c'est pas un drapeau régional. Non, mais excusez-moi, mais parce que à l'époque, les drapeaux régionaux portaient des revendications séparatistes aussi, et le fait que maintenant, dans une réunion pour l'élection d'un parti politique, il puisse y avoir un drapeau breton et tout le monde trouve ça sympathique, ou un match de foot et tout le monde trouve ça sympathique. Quelle est la différence? Quel est le chemin qui a été parcouru entre les revendications séparatistes régionales à ce moment-là et je vais vous dire, ça tient en un mot, c'est l'école. Et l'école, elle est très importante parce qu'elle nous apporte une langue qui est nationale et plus seulement régionale. Elle nous apporte des valeurs qui sont nationales et plus régionales. Elle nous apporte énormément de choses, y compris un régionalisme effectif, fonctionnel et politique, mais politique différemment, de décentralisation plutôt que de prise en compte de particularisme. Et alors, je pense que ce qui fait qu'on puisse ou pas être instrumentalisé par de l'argent de l'étranger ou par des revendications identitaires régionales fortes ou pas, c'est le fait que justement on crée nation, on crée, si vous voulez, une communauté ou pas. Or, le problème, c'est que force est de constater, et c'est ce pourquoi les revendications identitaires et les revendications sociales s'imbriquent si bien les unes les autres, c'est qu'on ne crée pas actuellement en société. L'esprit de soupçon dont je parlais, sur lequel je reviens tout le temps, le fait qu'on se méfie de l'étranger en permanence au Maroc, qu'on ait déjà de base, quand on dit le RIF, déjà de base on se méfie. De base on est en train de penser que il va y avoir sédition. De base on est en train de se dire qu'il va y avoir problème. Et de base on réagit dans un esprit de méfiance par rapport à ça. Alors on le fait effectivement, c'est même pas avec un langage qui n'est pas franc, on le fait avec des sous-entendus. Alors ça c'est peut-être le PJD qui l'a mis en place. En tout cas il l'utilise considérablement et c'est quelque chose qui à mon sens est délétère et ne fait que alimenter cet esprit de soupçon. Quand par exemple pendant sa campagne le PJD parlait effectivement du tahakoum, c'était effectivement de l'allusion. Quand avant même que les choses ne se déroulent, avant même qu'on négocie au niveau régional ou qu'on se déplace en délégation, les partis de la majorité commençaient à sous-entendre qu'il y avait risque de sédition dans cette région en disant finalement ces revendications ne sont pas sociales, alors même que les membres de leur propre parti sur place, les antennes régionales de leur propre parti les démentaient. On s'était joué sur justement ce vocabulaire du soupçon. Et je pense que fondamentalement, on se plante tout simplement parce qu'on entérine le soupçon. Mais vous savez, les associations et les éléments étrangers de sédition qui voudraient déstabiliser le pays peuvent bien financer ce qu'ils veulent. Et en l'occurrence, des ateliers de sablé breton. Si un breton peut se sentir à la fois français et breton, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, est-il si facile de se dire finalement nous ne formons pas, c'était le drapeau de la République éphémère du RIF. Tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'il se réfère à cela? C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous ne formons pas
nation, nous ne formons pas communauté. Moi, je vous le dis de base, je suis persuadée que entretenir l'esprit de soupçon, c'est aller à l'encontre du bon sens. Et au final, si on ne met pas les bases du commun, et donc c'est l'éducation, il n'y a rien d'autre, hein, si on ne met pas en principe et en effectivité les bases du commun, on n'arrivera à rien. Alors, on va y venir. Vous vouliez réagir, Mohamed Oulkhouer et Rachid Achachi. On va venir effectivement à la personne de Nasser Zefzafi. Pour l'instant, il est poursuivi dans le cadre d'une enquête. Je vous laisse réagir, mais aussi cette question de l'enquête où il sera entendu. Il est toujours innocent, évidemment, jusqu'à preuve du contraire. Est-ce qu'il devrait, d'après vous, être relâché et poursuivi dans le cadre d'une liberté provisoire pour pas en faire un martyr, pour calmer aussi ses sympathisants, ou est-ce qu'il devrait rester en prison et on devrait le garder écroué? Et dans ce cas, à quoi ça servirait? Oui, juste d'abord un élément de réponse sur ces notions d'avoir un drapeau marocain ou un autre drapeau, ou d'avoir des symboles. Je suis toujours très surpris par l'importance qu'on attache à ce type de choses. Qu'on ait un drapeau amazigh ou un drapeau de la République du Rif n'est pas quelque chose, moi, qui me semble particulièrement gênant. Ah si, moi, mais c'est gênant quand même. C'est gênant. Non, ça regardez, aux États-Unis, les drapeaux confédérés ne posent de problème à personne. Non, mais je vais m'expliquer. Pourquoi? Je vais m'expliquer pour une raison simple, c'est que pour moi, ce drapeau de la République du Rif ou la République du Rif ou le drapeau amazigh font pleinement partie du Maroc et de l'histoire du Maroc. On ne peut pas simplement écarter d'un revers de la main des événements de l'histoire du Maroc ou des périodes de l'histoire du Maroc en considérant qu'elles n'en font pas partie. Elles le sont. C'était un événement sous colonisation espagnole. À l'époque, ces gens-là sont marocains. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Après, qu'il y a eu des volontés ou des velléités de créer une république ou pas, ça fait partie de l'histoire du Maroc. On doit l'accepter en tant que tel. On a eu différents changements de dynastie. On a eu des changements aussi de lignes monarchiques. C'est en soi totalement une partie intégrante de notre histoire. Et le fait d'aujourd'hui d'avoir des réactions épidermiques au fait de voir un drapeau... Qu'est-ce que ça vient faire dans des revendications sociales et économiques, ces drapeaux? Non mais l'être humain est quelque chose de complexe. Donc quand vous allez réclamer, quand vous manifestez pour un élément d'ordre économico-social, vous venez avec tout ce que vous êtes en parallèle. Vous ne laissez pas à la maison une partie de votre identité ou une partie de vos pensées ou de vos réflexions. On ne peut pas vous dire... Non, mais c'est la réalité. Quand on voit... Sinon, dans ces cas-là, on va se dire... Quand on va chercher un acte de naissance, on y va avec un drapeau aussi. Non, je crois qu'il y a vraiment... ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais justement, je pense que là, il y avait volonté, c'était sciemment fait. Quand on ramène les deux drapeaux à la limite, effectivement, marocain et celui de votre région à la limite... Mais c'est pas une démarche quantitative ou de voir l'un ou l'autre ou les deux. Parce que vous avez évoqué le drapeau, donc là, on choisit quand même quelque chose et c'est un symbole qui est fort. Et le problème, on connaît bien le passif de cette région et c'est là où la question peut poser des interrogations sur l'intégrité. Non, mais c'est là où je suis quand même particulièrement effrayé, où on soit tous choqués par un symbole, quand on n'est pas choqué par des enfants qui meurent de faim, par des gens qui ont pas accès. Non, mais tout nous choque. Mais écoutez, pour moi, un drapeau ou un symbole est anecdotique. Vous avez débattu avec de moi près d'une année. On a tous été choqués par des personnes qui sont dans la faim, dans la justice, bien sûr. Je dis simplement que ces choses-là ne sont absolument pas comparables et qu'on est sur une logique où... Donc pour vous, il n'y a aucune instrumentalisation dans cette situation. Si, bien sûr. Mais il y en a tout le temps, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est si on veut apporter une réponse claire à ces situations et précises, on ne peut pas simplement accuser ces gens de séparatisme et se dire, voilà, ce sont des séparatistes, donc on disqualifie automatiquement tout ce qu'ils peuvent dire ou penser. Et parce que vous savez très bien que si vous avez des manifestations qui sont ouvertes aux uns et aux autres, certaines personnes viendront toujours avec un drapeau, un vocabulaire aussi. On parle de Nasser, on parle de Rabia. Pour autant, ça ne disqualifie pas des revendications qui, à la base, sont d'origine économique et sociale. Et c'est ça qu'il est important de rappeler. Et je pense qu'on doit focaliser notre attention sur ces éléments-là si on veut apporter une réponse. Se focaliser sur quelques drapeaux ou quelques réclamations, velléités ou demandes particularistes ne me gênent pas. Et ce, d'autant plus que pour moi, elles font partie du Maroc. J'ai une conception beaucoup plus large de ce qu'est le Maroc et qui ne se limite pas uniquement et exclusivement à un drapeau, à une coutume ou à une façon de faire. Oui. On a une constitution qui nous indique que le Maroc est pluriel.
Oui. Mélanie Freixi, Alors en fait, juste très rapidement, en fait, la question c'est pas est-ce que le symbole existe ou il n'existe pas. Bien sûr qu'il existe. En effet, il est revendicatif. En effet, il est vindicatif. Bien sûr. La question n'est pas là. C'est comment faire en sorte de vider les symboles de leur substance. Pourquoi est-ce que porter un drapeau confédéré sur sa voiture aux États-Unis dans le Sud ne pose pas de problème? Je veux dire, normalement, tous les Noirs américains devraient hurler de rage et d'une manière générale, l'État fédéral devrait considérer que c'est un acte de sédition. Ça n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que finalement, en l'admettant et en créant du commun par ailleurs, on a vidé le symbole de sa substance séditieuse. Et c'est ça l'intérêt des choses. Et c'est ça qu'il faudrait faire avec ce fameux drapeau républicain. C'est-à-dire, finalement, l'admettre, considérer qu'effectivement, il puisse y avoir des éléments d'agitation, bien sûr, qu'ils viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, mais avoir créé suffisamment de commun pour voir d'abord le commun plutôt que le soupçon. Alors, Mohamed El-Khouelwi sur la question et Rachida Chachi qui devrait aussi réagir et ensuite Talal Shakir. Mais sur cette question, effectivement, est-ce qu'il devrait être poursuivi dans le cadre de la liberté provisoire ou pas? Tout dépend fondamentalement de ce pourquoi il sera poursuivi. D'après ce que j'ai compris pour l'instant, il est poursuivi sur la base des dispositions de l'article 221. Donc, pour faire bref, l'entrave à l'exercice d'un culte. C'est 6 mois à 3 ans d'emprisonnement, une amende, je crois, jusqu'à 500 dirhams. C'est un simple délit. Sur cette base-là, à mon sens, il n'y a aucune raison de le poursuivre en détention, sauf à ce qu'on évoque qu'il y a des risques importants pour l'ordre public ou le trouble public. Mais logiquement, même si ce n'est pas l'approche qui est retenue par la plupart des tribunaux, il devrait être poursuivi libre. Et il sera jugé le moment venu pour ces faits délictuels. Après, à côté de cela, on a lu ici et là qu'il y avait des poursuites pour atteinte à la sûreté de l'État, pour différents crimes très graves. Et là, dans ce cadre-là, si on parle de crime et non plus de délit, il peut être beaucoup plus compliqué d'obtenir une mise en liberté provisoire le temps de l'instruction et du jugement. Donc tout dépend en réalité des chefs de poursuite. Rachida Chachi, ensuite Talal Shakir. Je viens à l'idée par rapport au drapeau. Parce que quand j'ai parlé des luttes horizontales qui atrophient ou masquent les luttes verticales, c'est que quand on pose la question sociale sous l'angle ethnique, c'est qu'on a les rifins contre le reste, ce qu'il appelait c'est-à-dire l'occupation arabe, mais avec un terme relativement péjoratif dans le langage commun marocain. C'est que parce que la misère du RIF, elle est en partie. Alors la responsabilité, elle est partagée. Je veux dire, il y a le pouvoir central qui est également responsable, le gouvernement, l'État marocain, qui pour des raisons X ou Y a délaissé cette région-là. Mais il y a également des corrompus rifins. Je veux dire, il y a également des barons de la drogue rifins. Je veux dire, mais quand on pose la question d'un point de vue identitaire, on atrophie les luttes verticales à l'intérieur de la composante rifaine, puisqu'on ne va pas opposer les riches rifins aux pauvres rifins, mais on va masquer ce qui devrait être une vraie lutte au niveau rifin, en les regroupant dans un seul groupe ethnique que sont les rifins contre les autres. Donc, c'est du point de vue de l'efficacité du combat et de la légitimité du combat que cela pose problème. Alors, concernant les drapeaux, pourquoi ça pose pas de problème aux États-Unis ou ailleurs? Faut pas oublier que l'Afrique en général, dont l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ce n'est pas n'importe quelle région. C'est des pays qui sont encore très fragiles, à différents degrés, bien entendu, où les inégalités de richesse sont extrêmement importantes et où il y a des plans, et là, il faut pas se voiler la face, il y a des plans qui sont ouvertement revendiqués de recomposition de ces régions-là en différentes petites États. Je veux dire, vous pouvez consulter le plan Yinon, la proposition de Ralph Peters en 2006, les frontières de sang, les Blood Borders, etc. C'est-à-dire il y a des projets de démembrement de plusieurs pays, alors arabes ou arabo-musulmans, sur une base ethnique ou ethnoculturelle. Ça existe, cette réalité-là. Mais en même temps, on ne doit pas se réfugier derrière ces plans de recomposition du Moyen-Orient, du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord, pour éviter de parler des vraies questions, que sont les questions économiques et sociales. Je veux dire, et là je rejoins mes collègues, c'est qu'effectivement, si vous allez essayer de déstabiliser une région de la Suède, bonne chance. Je veux dire, vous aurez beau donner les financements et tout ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à déstabiliser ce pays-là. Mais on n'est pas dans ces cas de figure. On est un pays qui est profondément injuste au niveau social et économique, parce qu'on a choisi... il faut régler ça. Tout à fait, il faut régler ça. Mais en attendant, on va tout faire pour éviter de perdre le pays en route, je veux dire, qu'il éclate en 1000 morceaux. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Mais en l'occurrence, l'impératif, c'est de maintenir l'intégrité territoriale. Alors justement, alors Rachida Chachi, pourquoi effectivement les instances internationales, puisque vous parlez de la situation socio-économique du Maroc, pourquoi est-ce qu'elles ne sont jamais décriées dans ces manifestations, dans ces contestations qui étaient populaires au départ? On connaît la responsabilité finalement exercée sur le Maroc par le FMI, la Banque mondiale. Vous l'avez souvent
dénoncé ici dans le studio, l'Union européenne. Est-ce qu'on peut parler d'une pression de la part de ces instances dans l'appauvrissement de notre pays, de nos richesses, en nous imposant des prix bas pour le poisson? Et c'est revenu beaucoup dans la bouche de Nasser Zefzafi, avec un équilibre macroéconomique qui n'est pas tenable, qui nous force évidemment à emprunter de l'argent sur les marchés étrangers, les contrats de libre-échange aussi qui ne nous sont pas profitables. Du coup, pourquoi, effectivement, comment vous expliquez que ces instances... Moi, je l'explique facilement. Pourquoi c'est pas décrié lors des manifestations? Moi, je l'explique très facilement. Rachida Chachi, Talia Shakir voulait réagir, ensuite Mélanie Freixeglu. Parce qu'au niveau des populations, il y a un problème de déficit de culture politique et économique. Parce qu'effectivement, on stigmatise l'État et le gouvernement, ce qui est vrai, je veux dire, il est principalement coupable, mais en même temps, il y a un problème, parce que je vous donne un exemple. Depuis 2012, je pose la question sur la table dans différents journaux papier, la question de l'indépendance de la Banque centrale. Jamais aucun débat politique n'a été mené par rapport à cette question. Est-ce que la Banque centrale doit être indépendante ou non? Sachant que ça a été une volonté du FMI, alors depuis le plan d'ajustement structurel, de mettre en place un certain nombre de réformes qui visent à vider l'État de sa substance et de toute capacité de mener à bien une politique ambitieuse de développement économique, etc., en privant l'État de sa propre banque, je veux dire la Banque centrale, et en le poussant par définition à aller vers les marchés financiers. Donc le problème, c'est un problème de déficit. Mais effectivement, c'est-à-dire de mon point de vue, ce qui menace le Maroc, ce n'est pas tant les velléités indépendantistes des régions qui ne sont qu'une conséquence et un symptôme, mais c'est le fait de démembrer l'État marocain et de transférer sa souveraineté de manière voulue ou non voulue, parce que je pourrais appeler une 5e colonne libérale au Maroc qui est en train de déstructurer le pouvoir politique marocain et doter à l'État toute capacité de mise en place de politiques de développement économique importantes. Et donc, à terme, en ouvrant, comme je dis à chaque fois, des boulevards à la modernité et au mondialisme en tant que doctrine. On ouvre un boulevard, vous l'avez dit, tout à fait, à l'islamisme, au radicalisme de toute forme, aussi bien identitaire que culturel que autre. Alors Mélanie Freixeglu, en une c'est phrase, simple. Le Pacha, il n'est pas étiqueté FMI, il est étiqueté Herbati. C'est simple. Talal Shakir. Et effectivement, même question. Et puis, s'agissant des Marocains qui se réjouissent aujourd'hui de l'incarcération de Zefzafi, est-ce qu'on peut les comprendre ou est-ce qu'il n'y a pas lieu finalement d'être heureux, de manifester sa joie ou sa satisfaction? Et est-ce qu'on peut parler d'une course à la manipulation dans cette affaire de manipulation des masses et comment on peut faire pour désamorcer cette course sur les réseaux sociaux à la victimisation? Parce qu'effectivement, on a eu l'occasion de voir beaucoup de messages dans ce sens-là. Première chose, effectivement, je reviens quelques secondes par rapport au drapeau et aux États-Unis comparé par Mélanie. La guerre de sécession s'est terminée en 1865 aux États-Unis, il y a plus d'un siècle. Je pense que ce pays a refermé ses blessures. Le Maroc a été indépendant en 56. Nous avons encore quelques soucis. Il y a tout un dossier au niveau du Sahara marocain. On le connaît en instance et nous sommes sensibles par rapport à cela. Et aujourd'hui, les symboles ont un poids. J'ai encore le souvenir du drapeau libyen qui est sorti après la chute de Kadhafi. J'ai encore le souvenir du drapeau syrien qui est sorti après le problème en Syrie. Donc on connaît bien les péripéties de cette situation. C'est pour cette raison que, à mon sens, maintenant, on n'est pas encore mature pour pouvoir accoler son drapeau national avec son drapeau identitaire. Autre point concernant le FMI par rapport à votre question. Alors bien sûr, les masses ne comprennent pas malheureusement ce que le FMI veut, ce que sont les contraintes budgétaires, ce que sont malheureusement les accords de libre-échange que nous avions toujours justement dénoncé à cette antenne. On a toujours dit que le Maroc était déficitaire par rapport à la balance commerciale et par rapport à tous les accords de libre-échange qui n'étaient pas avantageux. Nous avons effectivement des contraintes par rapport à l'Union européenne, notamment au niveau des accords de pêche qui vous obligent à un certain nombre de prix, etc. Donc il y a une contrainte. C'est vraiment un autre débat. Le Maroc n'est pas sur lequel on peut revenir, mais il est vraiment différent et je suis pas vraiment d'accord. Le Maroc n'est pas un maillon libre, il est relié par un certain nombre d'accords effectivement qu'on peut contester, dont on peut parler, mais en tout cas les choses sont celles-ci. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a des contraintes difficiles, des équilibres macroéconomiques à garder. Il y a eu des efforts sur un ensemble, qu'on doit bien citer, mais aujourd'hui il y a aussi des contraintes extérieures au niveau des instances. Alors ensuite, par rapport à la question relative, il me semble. Oui, par rapport à la manipulation, est-ce qu'on est dans une affaire finalement une grande affaire de manipulation des masses? Moi, je pense qu'il faut éviter de tomber dans le piège de se fâcher avec nos frères du RIF. Ils sont marocains autant que nous, et je pense qu'il faut qu'on soit tous ensemble dans une mobilisation nationale pour le progrès. Bien entendu, il y a aucune ambiguïté là-dessus. Maintenant, je vous dis, il y a un clan
sur place qui a des intentions qui ne sont pas très nobles, et on voit effectivement au travers de certains agissements qui ne sont pas clairs qu'on est en train de toucher à l'intégrité du territoire, on est en train de toucher aux constances du territoire. Nasser Zefzafi a été aussi beaucoup critiqué de la part aussi de ses partisans même, de ses sympathisants. Oui. On a vu aussi qu'il avait écarté pas mal de personnes pour apparaître tout seul, Voilà. effectivement, comme le leader de la contestation. Oui, et c'est pour cette raison que je vous dis... Et ça nous en dit... Est-ce que ça nous révèle quelque chose de son profil peut-être psychologique ? Écoutez, honnêtement, je suis incapable de savoir quel est son profil psychologique, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il a montré, en tout cas, beaucoup d'amateurisme, parce que le fait de couper un prêche en pleine mosquée, c'est beaucoup d'amateurisme. On a bien vu, effectivement, qu'au départ, il avait commencé avec des contestations socio-économiques, ce qui était normal pour tous les Marocains. Donc, là, pour l'instant, ça gêne personne. Il y en a beaucoup sur des vidéos. Tout le monde conteste, tout le monde dit des choses. Il y a des changements qui se profilent. Il y a des changements lents, c'est vrai. On doit demander plus d'activation. Maintenant, quant à d'autres éléments, pour l'instant, on n'est pas capable de le dire. Mais si vous voulez, il y a aussi quand même une partie de la responsabilité qui incombe aussi au pouvoir public. C'est-à-dire que le fait de laisser pas uniquement cette région, mais d'autres régions dans une situation de déliquescence, les projets sont lents, les régions ne font pas leur travail, les communes aussi sont silencieuses. Tout cela se cumule et normalement ne devrait pas effectivement faire office de cumul quelque part de protestation. Vous savez, si nous sommes arrivés aujourd'hui à ce point, c'est parce que beaucoup de travaux n'ont pas été faits, n'ont pas été réalisés. Et je crois que on est d'accord que c'était des revendications légitimes au départ. Exactement. Tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, mais parce qu'après, vous savez, quand vous ouvrez votre porte, quand votre maison brûle, c'est facile, tout le monde vient finalement pour vouloir également y mettre du sien. Et c'est possible qu'on ait d'autres personnes qui sont ennemies au Maroc. Vous savez, le Maroc, depuis quelques années, n'a pas que des amis sur la scène internationale. C'est pas pour être paranoïaque, mais il y a aussi ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on barricade nos fenêtres de façon à mettre en place de vrais projets, satisfaire la jeunesse, s'occuper du projet social, s'occuper du projet national, identitaire, citoyen. Tout cela, c'est des éléments qui doivent être travaillés. L'école, et je pense que tout le monde autour de la table l'avait rappelé, l'école manque. Qu'est-ce qu'on dit depuis des années, effectivement, sur Lux Radio, c'est que l'école du royaume a besoin de ces valeurs. C'était mon débat depuis toujours. Il faut mettre en place une école pour tout le monde, une école qui puisse donner des valeurs à tout le monde et qu'on puisse être unis autour d'une culture avec bien sûr diversification, bien entendu. Mais tout cela a failli. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que, dès qu'il y a une faille, l'eau peut pénétrer de n'importe quel endroit. Donc, il faut absolument que nos équipes gouvernementales se mettent au travail et commencent sur l'ensemble du royaume, pas uniquement Al-Hoceima ou une région X. Alors, Mohamed El-Khouer, Mélanie Freixigli, un dernier mot de Rachida Chachi. Oui, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. C'est absolument... Le danger ou l'ennemi ne vient pas de l'extérieur ou de l'étranger, bien au contraire. C'est grâce à... D'ailleurs, un certain nombre de projets et de chantiers sont menés au Maroc sur financement étranger la plupart du temps. Et on se développe justement grâce à nos échanges et aux échanges que nous pouvons avoir avec l'étranger et ce que nous apprenons de l'étranger. Cette situation-là, elle est assez simple. En réalité, il s'agit uniquement, ni plus ni moins, d'appliquer une constitution qui a été votée par la majorité des Marocains en 2011. J'ai plus en tête le pourcentage, mais il était très très élevé. Donc on a une constitution qui garantit un certain nombre de droits fondamentaux aux citoyens marocains. Cette constitution n'est pas appliquée. On a eu une législature pendant laquelle le gouvernement devait mettre en place un certain nombre de lois organiques pour mettre en œuvre la constitution et il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les mêmes personnes qui viennent à chaque fois vous répéter qu'elles travaillent et qu'elles sont en train de développer telle ou telle chose, légitimement, les Marocains n'y croient pas ou n'y croient plus. C'est de cela dont il s'agit. Vous avez une constitution, elle a été mise en place. Le gouvernement était chargé de l'appliquer. Le Parlement devait voter un certain nombre de lois. Ça n'a absolument pas été fait. On est toujours aujourd'hui à se dire, moi je regarde à chaque fois ce qui se passe partout ailleurs, et quand il y a un problème, on se dit on va travailler, on a le débat sur les ordonnances en France, on a un certain nombre de lois qui sont mises en place, on voit aux États-Unis un nouveau président, quel que soit le peu d'affection que je lui porte, il a quand même mis en place des mesures très critiquables, mais on a vu qu'il a sorti un certain nombre d'ordres exécutifs, de décrets, etc. Je ne comprends pas pourquoi ici, chez nous, chaque chose prend des décennies. On doit mettre en place une loi pour lutter contre
prenons l'exemple, la loi sur la grève, on a des lois sur la retraite, toutes ces choses-là qui devraient être l'activité quotidienne de ce gouvernement et de ce Parlement n'avancent pas, ne sont pas faites, il n'y a pas de projet. Proposez-nous quelque chose, quitte à ce que les gens ne soient pas d'accord, que les gens contestent ou critiquent, mais proposez quelque chose. Ne nous donnez pas à chaque fois des mots creux en disant oui, le progrès est là, la solidarité est là, mais il n'y a rien de concret. Et les gens d'Al-Hoceima ou d'ailleurs au Maroc n'ont aucune envie pour la plupart d'entre eux de remettre quoi que ce soit en cause. Si d'ailleurs ils se permettent d'avoir ces manifestations et ces revendications, c'est qu'ils attendent quelque chose de l'État et qu'ils veulent que l'État leur réponde. Mais on ne leur répond pas en faisant des visites ministérielles, en expliquant qu'on va faire telle ou telle chose. C'est pas leur projet, c'est pas leur but. Ce qu'ils veulent entendre, c'est on est en train de mettre en place quelque chose. Il faut l'énergie et les efforts de tous. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont non, dit. c'est pas ce qu'ils ont dit. C'est ce qui a été dit. Il y a des engagements qui ont été pris. C'est peut-être ce qu'ils ont dit. C'est peut-être ce qu'ils ont dit, mais c'est pas ce qu'ils font. Je vous donne cet exemple-là à l'instant. C'est pourquoi on est incapable aujourd'hui d'avoir un rythme législatif plus rapide, de réagir plus rapidement aux situations, de pouvoir mettre en place que ça passe pas par des lois, faites des décrets, construisez un mécanisme. Si on se dit le travail parlementaire est trop long, on est dans une situation d'urgence. Dans ces cas-là, mettons en place un système d'ordonnance. Mais traitons les choses, réagissons. Alors, et c'est ce qu'on ne voit pas. Alors, vous avez peut-être raison, effectivement, mais est-ce que ça valait pour autant la peine, effectivement, de caillasser certains forces de l'ordre, etc. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça ne le vaut nécessairement pas. Mais vous savez, je veux juste répondre là-dessus. Au Maroc, on a des caillassages pour des matchs de foot. Donc on le voit classiquement, on le voit pour tout. On ne peut pas déduire de quelques incidents ou de quelques aussi inacceptables soient-ils. Je n'ai jamais et je ne cautionnerai jamais quelque forme de violence, qu'elle soit physique ou morale. Ce n'est pas du tout mon sujet. Et malheureusement, des actes de violence, on en a souvent. Il faut lutter contre cela. Mais ce que je dis, c'est un projet. Donnez-nous un projet et montrez-nous ce projet et on sera tous heureux de contribuer à le mettre en place. Alors, Mélanie Frédéric-Sigli, et on termine avec Rachida Chachi. Moins de barricades, plus d'écoles, et d'une manière générale, la peur ne se combat pas, elle se rassure. Or, aujourd'hui, on a tous peur les uns des autres. Et en plus, on a peur des étrangers. Et en plus, on a peur des traîtres au sein de nous, qu'ils soient rifins, qu'ils soient binationaux, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. D'une manière générale, on passe notre vie à crapoter dans la peur. Est-ce que vous pensez réellement que c'est comme ça qu'on tend la main à son voisin ? Non. Donc, à un moment donné, il faudrait se poser la question de cette espèce alors, c'est pas de la schizophrénie, mais c'est un paradoxe terrifiant qui est que nous, au Maroc, on dit les Marocains sont accueillants, marhaba bikoum, et on se méfie tous les uns des autres. C'est quand même un problème. Rachida Chachi, pour finir. Oui, l'école en tant que vecteur pour créer un sentiment d'appartenance collective. Parce que tout à l'heure, Mohamed Al-Khouess s'étonnait de voir les politiques ne pas s'activer pour émettre des lois, pour changer des choses. C'est tout simplement qu'ils ne sont pas pressés. Je veux dire, chacun est dans son petit confort. Ils ne sont pas dans l'impératif immédiat de changer les choses. Donc, d'où le fait que je pointe l'absence. Est-ce que vous aussi, vous pensez comme Mohamed Al-Khouess que ce n'était pas la bonne méthode, effectivement, ce déplacement de cette grande délégation ministérielle ? Oui, parce qu'on cherche à acheter, on cherche à corrompre les gens. Puisqu'on était dans une situation d'urgence, il aurait fallu faire quoi ? Mais le projet ne se règle pas comme ça. Je veux dire, on ne va pas acheter des gens en leur proposant 2-3 projets. La situation était explosive sur place. Qu'est-ce qui a mené à ces situations ? Je veux dire, le problème, c'est un problème au niveau national. Il y a d'autres régions qui souffrent, pas uniquement le Hoceima. Je veux dire, donc ça n'a pas donné pour autant lieu à des violences. Donc, il faut attendre que ça donne lieu à des violences pour que nos ministres se déplacent et qu'ils proposent des choses. Donc, à chaque fois, c'est ça le modus operandi désormais. Donc, il faut pour qu'une région obtienne ses droits, il faut qu'elle caillasse des flics et qu'elle sorte manifester. C'est ça le message. Non, pas vous, mais je veux dire, c'est ça le message qu'ils envoient. C'est-à-dire, tant qu'ils étaient gentils, on fait rien. Dès qu'ils commencent à grogner un peu, là, on se déplace et on change les choses. C'est très dangereux comme approche, mais ça démontre également que nos politiques ont une absence profonde d'un sentiment de patriotisme. Ça faisait 6 mois qu'il y avait des contestations. Ça faisait 6 mois qu'il y avait des manifestations avec des violences. Et comment ça s'est passé ? Pas avec des violences. Non, il faut pas. On a parlé de ce match, de ce fameux match. Ça, c'est un match de foot. Il y a des matchs de foot tout le temps. Effectivement, à ce moment-là, je me souviens, on avait eu le débat et on s'était posé la question de savoir est-ce que c'était dû au hooliganisme ou à l'époque, effectivement, la division entre Marocains. Non, ça n'a rien à voir. Je veux dire, quand on parle de la manifestation, la dérive de violence a eu lieu lorsque la police a voulu arrêter Zafi après qu'il ait interrompu le prêche du vendredi. Donc c'est là où ça a commencé, là où ça a dérivé. Mais je veux dire une chose, c'est que le ministère, vous dites qu'ils sont
étonnés que c'est explosif. Ils ne sont pas étonnés. Le ministère de l'Intérieur avait commandé en 2007 une étude à Emmanuel Todd et à Youssef Gourbache, anthropologues et démographes qui sont venus au Maroc. Le ministère de l'Intérieur avait demandé une étude qui expliquait les implications sur le plan politique des mutations au niveau démographique et sociodémographique. Et la conclusion de l'étude d'Emmanuel Todd, qui est publiée sur Internet et consultable officiellement, implique qu'il y a des changements profond au niveau de la population marocaine, ce qu'on appelle la transition démographique, qui a des vitesses et des cadences différentes en fonction de chaque région, en partant du centre vers la périphérie, et qui fait que l'on va aboutir à la modernité démographique qui va poser irrémédiablement la question de la modernité politique et de la modernité économique. Et que c'est une dynamique qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas stopper, qu'on ne peut pas ralentir. Et que si jamais l'État marocain ne prenait pas conscience de ces phénomènes-là et ne mettait pas en place les mesures appropriées, ça risque de dégénérer. On a eu 2011, maintenant on a 2017 au RIF, et on continue d'attendre, on continue à essayer d'acheter les gens à coups de projet, alors que le vrai problème, c'est de repenser notre modèle de développement, notre projet sociétal en profondeur, et de arrêter avec ces situations obscènes de rente et d'injustice économique et sociale qui sont opérées à partir de Rabat et qui sont imposées à tout le Maroc. Mélanie Frédéric-Siglet, on termine un dernier mot. Il faut revenir effectivement un petit peu sur l'historique de comment ça s'est produit. Il y a un poissonnier qui est mort, puis il y a eu des manifestations qui n'ont pas été violentes au départ. Il y a eu un match de foot qui a dégénéré, comme il y en a qui dégénèrent partout au Maroc, et il y a eu des revendications à l'occasion de ce match de foot. Et on a soupçonné effectivement qu'il puisse y avoir des volontés séparatistes parce que le RIF, Ensuite, le gouvernement... Non, parce qu'il y a eu un vocabulaire et parce qu'il y a eu des symboles, mais oui, mais les symboles qui ne sont pas effectifs quand on a du commun, et on n'a pas de commun. Ensuite, j'aimerais finir. Ensuite, on a eu un gouvernement, des partis du gouvernement qui ont dit ce sont tous des séparatistes qui sont instrumentalisés par l'extérieur. Ensuite, on a eu des manifestations et de la violence. Ensuite, le gouvernement s'est déplacé. Seulement après, il s'est déplacé en disant tout va être merveilleux, on va inonder la région de pognon et d'infrastructures. C'est-à-dire, on vous dit d'abord, vous êtes des agents de l'étranger, des agents de la sédition, des agents de l'extérieur, on se méfie de vous, et ensuite on vous donne des promesses. Évidemment qu'on les croit pas. Mohamed Olkhouel, pour finir, un dernier mot. Mais exactement, c'est tout à fait l'inverse d'un projet séparatiste ou de velléité indépendantiste. Alors c'était quoi le projet de Zefzafi, effectivement? Mais Zefzafi n'a pas de projet, et il n'a pas à avoir de projet. Ce qu'il demande, lui, et c'est pour ça que je dis que c'est l'inverse d'un projet séparatiste, c'est que ce qu'il demande et ce qu'ils veulent, c'est attirer l'attention de l'État et dire voilà la situation dans laquelle on vit, faites quelque chose, guidez-nous, instruisez-nous, montrez-nous quelque chose, c'est ce qu'ils réclament. Quand on est dans un projet séparatiste, croyez-moi, on ne va pas manifester pour des demandes d'ordre économique et social. Et on n'est pas la région. Et on n'accepte pas de discuter avec des ministres ou des représentants de cet État dont on veut se séparer. C'est exactement l'inverse. Ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent, c'est de la justice sociale et de la dignité. Et cette justice sociale et cette dignité, on peut la construire à travers un projet de société. Et c'est à nos partis politiques qu'il incombe de construire ce projet. C'est peut-être là où ils sont totalement défaillants. Et si ça ne se fait pas via les partis politiques, ça doit se faire autour d'autres instances. Mais on doit engager une réflexion nationale sur un projet de société et comment parvenir à ce Maroc moderne que l'on désire tous. Et le rapport de la Banque mondiale, qui est récent, est intéressant, donne un certain nombre de pistes qu'il faut étudier. Pourquoi ne pas travailler là-dessus ? On a les éléments. Et l'étranger, loin de vouloir nous diviser, à part peut-être un voisin à l'Est, loin de vouloir nous diviser ou instrumentaliser ce type de choses, souhaite nous aider et nous appuyer. Parce que globalement, ce que les gens souhaitent par-dessus tout, c'est de la stabilité, de la cohérence. Mais cette stabilité, cette cohérence et cette unité, on ne la décrète pas, on l'a construit. Talal Shakir, dernier mot. Zefzafi était, ou en tout cas est un manifestant comme les autres dans le nord du Maroc, effectivement, qui a commencé par des contestations sociales et qui finalement a vu sa cape s'ouvrir sur d'autres revendications parce qu'on n'a pas fait attention à tout ça. Attention, la contestation ne vient même pas du début au niveau de Fécri, mais bien plutôt au niveau des tremblements de terre. Il y en a eu 2. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions menées sur place. Il y a eu un tremblement de terre en 2016, un autre effectivement en 2009. Donc finalement, cette population se sent un petit peu oubliée. Je pense que l'État a le devoir de revenir vers ces zones-là, de faire ce travail-là pour qu'on évite ce clivage. Vers d'autres régions enclavées du Maroc. Et d'autres régions. Ça peut faire jurisprudence, ça peut faire effectivement une référence. C'est important. Je pense qu'aujourd'hui, le message est très fort. Les hommes politiques et femmes politiques de notre pays ont le devoir de travailler, de se mettre sur un bureau, d'écrire sur la table le projet national. Il est urgent de le faire. Les citoyens ont exprimé et ont utilisé l'article 25 de la Constitution. Le droit de l'expression, il est libre. On a le droit de contester. Il y en a 50 par jour. C'est pas un problème. On est d'accord là-dessus, pacifiquement bien sûr, sans appeler à la haine, sans appeler à la division, sans remettre en question nos constances. Maintenant, au travail. Merci beaucoup pour vos interventions.